Bonsoir. Bonsoir, Éric. Bonsoir à tous. Bonsoir. On se retrouve sur cette grande scène dans une configuration un peu inhabituelle pour Christophe et Éric, qu'on a plutôt l'habitude de retrouver dans le petit écrin de la salle en bas pour entendre Christophe lire des extraits du Marathon autofictif, cette entreprise littéraire qui a plus de 10 ans, mais enfin, dont les 10 premières années ont été réunies en un gros volume, comme tu dis, et dont tu lis 1 heure précise, religieusement, tous les mois, dans la petite salle. Alors, une petite entorse au programme ce soir pour évoquer ce livre qui vient de sortir, L'Arche Titanique, aux éditions Stock. Et avant même que d'en discuter un peu, on va alterner entre des moments de lecture et de discussion avec Éric, qui a accepté de se prêter au jeu de la discussion pour une fois. Et on le remercie. Rentrons dans le texte. L'Arche Titanique, Éric Chevillard. C'est un vrai lit de camp de broussard, toile rêche et crue, tendue sur une structure de bois pliable. Inutile de songer à dormir là-dessus, mais on ne saurait en effet être mieux alité pour suer les poisons du palu, de la fièvre jaune et du beriberi. Je l'ai installé dans la galerie des espèces disparues. Quitte à paraître d'emblée exagérément catastrophiste, mais cette longue salle accueille aussi les espèces menacées. Et je ne suis donc pas moins raisonnablement pessimiste que les conservateurs du muséum, qui ont jugé opportun de les exposer ensemble. Celles qui ne sont plus et celles qui semblent condamnées. Peut-être pour n'avoir pas à déplacer ces fragiles spécimens quand ils passent d'un statut à l'autre. Tant il est vrai que le vieillard qui tousse ne s'enrhumera pas davantage dans la chambre froide de la morgue. Préparons-lui son lit là tout de suite. Mais je ne suis pas ici pour dormir, ni a fortiori pour mourir. Au milieu de ces créatures naturalisées, je me trouve plutôt en forme, plutôt alerte, et même ingambe. Mais ce mot ne dit plus très bien ce qu'il veut dire. Il a du plomb dans l'aile, des chevrotines dans la fesse. Peut-être n'est-ce pas un hasard qu'il me soit venu à l'esprit justement ici, dans la galerie des espèces disparues, pour dire le contraire de ce qu'il voulait dire. Quand un mot disparaît, une ombre soudain éclipse un petit coin du monde, comme lorsque se ferme la paupière du dernier individu d'une espèce, la paupière de velours. Ou serait-ce un pétale de myosotis, de l'hypotrague bleu par exemple, ou la paupière d'écaille de la grande tortue de Rodrigue. Une espèce s'éteint, un nuage s'arrête devant le soleil, une bourrasque souffle la bougie, tous les plombs sautent, ce livre ne sera correctement lu que dans l'édition en braille. Mais il paraît que la nuit n'existe plus, mangée par les illuminations urbaines. Alors je me trompe, et ce doit être plutôt une tache de lumière qui indique la place du mot ou de l'animal effacé là, cette blanche lumière du vide qui aveugle les morts. Ce n'est pas l'obscurité que nous devons craindre, propice aux spéculations fécondes et aux accouplements, mais la lumière, donc la lumière qui foudroya en plein ciel la roussette rougette. Ce renard volant frugivore, apparenté à la chauve-souris, quand une chose n'existe plus, elle ne peut plus être nommée que par une périphrase. Nous retournons aux balbutiements, aux approximations, à ce désespoir lyrique dont parlait Julien Gracq, écrivain français omnivore, apparenté au poirier qui augure la fin d'un monde créé par le verbe. Est-ce malice innocente, cruauté cynique ou plus vraisemblablement une nouvelle manifestation de la tragique insouciance humaine? Je ne saurais le dire. Mais au milieu de la galerie des espèces disparues et menacées, trône l'horloge dorée monumentale de Marie-Antoinette,
retirée en 1794 du clocheton de la chapelle du Petit Trianon et offerte au muséum par la Convention. Je recopie le cartouche à la lueur de ma torche au risque de mettre le feu aux poudres. La puissante et implacable mécanique du temps qui passe et dévore toute vie est exposée là, rutilante, son squelette bien découplé, plus dentu et préhistorique encore que celui du tyrannosaure de la galerie de paléontologie voisine et sur lequel nul n'a pris soin non plus de jeter une fourrure, comme s'il était impensable de jamais à aucun moment se la couler douce. Elle sonne impitoyablement après un grincement plus inquiétant encore de ses vieilles articulations, les heures, les demi-heures et jusqu'au dernier sale quart d'heure que vivent pistés, traqués, braconnés, encagés, les ultimes représentants des espèces en péril. Ce compte à rebours ne menace plus sans doute les individus naturalisés dans les vitrines, mais je me sens visé, en revanche, moi-même. Et vite agacé par ce tonitruant et si ponctuel rappel de ma finitude. Je le sais assez bien pourtant que ce rond de clarté qui annonce le bout du tunnel est la lunette d'une guillotine. Je déménage, mon lit de camp sous le bras et dresse mon bivouac dans un édicule pourvu de bancs où dans la journée sont projetés en boucle des films documentaires. Nous sommes le 5 novembre 2019 et je m'apprête à passer la nuit seul dans la grande galerie de l'évolution du Muséum national d'histoire naturelle à Paris. Cette perspective est-elle si effrayante ? C'est ce que semblent penser mes amis quand je leur en parle. Ils m'étreignent longuement. Ah, vieux, vieux. Et je sens leurs larmes couler sur ma joue. Certains promettent de veiller sur ma famille. Je serai là pour tes filles, je serai là. Je me demande s'ils ne se concertent pas déjà pour organiser une petite cérémonie quand tout sera fini. Ils consultent leurs agendas. Marion fera son cake aux olives. Il y en a toujours assez pour tout le monde. Il en reste même beaucoup après. Ils planchent sur leur discours d'hommage où la blague devra contrebalancer l'émotion. Jules considère que ce serait une bonne idée de planter un arbre à ma mémoire. Non. Il va donc falloir prévoir une cagnotte. Oh, mes amis, j'ai pas l'intention de laisser ma dépouille aux taxidermistes du muséum. Ils ont assez à faire avec l'éléphant de mer. Je suis sans doute le seul de la bande, au contraire, qui ne risque rien dans les heures à venir, le seul qui n'ait plus rien à craindre pour sa peau. Sont réunies ici les conditions de la plus parfaite sérénité. Ces toisons soyeuses, ces pelages, ces peluches, n'est-ce pas ce qui depuis toujours rassure l'enfant craintif dans le grand vide noir de la nuit ? Le Verbe fait chair. Cette naïve histoire des commencements raconte surtout comment l'homme a faufilé son corps vulnérable et inadapté dans les neiges épaisses et les forêts d'épines. Il s'est emmitouflé dans sa parole. Il a parlé, il ne s'est jamais tu. Il a vite su manier la phrase épieu, la phrase lasso. Du mot silex, il a fait jaillir le mot feu. Sa chair trop tendre, sa chair transie s'est faite verbe, c'est-à-dire plus exactement sujet. Il est devenu le personnage principal du récit qu'il écrivait. Toute son histoire se confond avec cette légende, cette héroïque fantasy, mais elle s'est inscrite et déployée dans un monde peu disposé à devenir un théâtre, peuplé de créatures sans langage, dont les instincts avaient l'évidence de ses forces élémentaires. Voici l'homme, soudain, avec ses mots, avec ses idées, avec ses inventions. Tout ce baratin performatif, il assèche ou inonde, lève des terres ou les tasse, il sème ou il déboise. Rien dans l'état ne lui convient jamais. Le monde ne s'ajuste pas à son rêve, mais la notice de son taille est traduite dans toutes les langues. Il va pouvoir le transformer à sa convenance. Sans doute fût-ce à l'origine la condition de sa survie, plaide son avocat. C'est pourtant le début de la grande séparation, du divorce de l'homme et de la terre. L'être humain présente d'ailleurs toutes les caractéristiques de l'extraterrestre. Monstre glabre et technophile aux desseins obscurs, assoiffé de conquête, il capture, il asservit, il exploite. Il n'y a guère que très exceptionnellement, quand il se fait dévorer par un tigre ou un squale, ou plus banalement quand il nourrit au goutte à goutte le moustique dans sa chambrette,
qu'il tient modestement son rang dans la chaîne alimentaire. Mais quel est son biotope? Quelle est sa planète? L'œil rond de la plupart des animaux n'est pas tel en réalité. Il n'y a pas plus douce amande. L'homme le voit ainsi pourtant, car les bêtes toujours le regardent avec stupéfaction, comme une créature n'ayant évidemment rien à faire en ces lieux et qui dézingue toute chose vivante ou inanimée avec son laser. D'où vient-il? D'une étoile morte depuis des milliers d'années, des millions d'années certainement, avec laquelle il échange encore des clins d'œil quand il erre dans la nuit avec son lamparo en quête d'un nouveau crime à commettre. Puis, au petit matin, armé cette fois de sa hache, il déboise d'un geste auguste des milliers d'hectares au profit des céréaliers. Ainsi se procure également la paille nécessaire pour naturaliser avant leur disparition les animaux sylvestres que cette déforestation condamne. Car sa mauvaise foi lui tient lieu de piété et déplace aussi les montagnes. On m'a confié un gros talkie-walkie PTI. Je dois pouvoir joindre à tout moment le service de sécurité pour le cas où, par exemple, je tomberais dans un escalier. Mais si je crie, oh, on vous entendra pas. Mais oui, mais si j'ulule, si je rugis, non plus. Et si je barille, alors peut-être qu'un chasseur d'ivoire à Louis fine viendra vous achever et arracher vos incisives. PTI, protection du travailleur isolé. Ah, mais tous les écrivains devraient en être équipés en permanence. Je déambule avec ma torche. On m'a prêté aussi une torche. Un œil de nyctalope, de hibou cyclope. Je suis le roi borgne de ce royaume des aveugles aux yeux de verre. Je me contredis déjà. Avec la lumière, comme dans la Genèse, apparaissent les bêtes. Je les invoque. Que l'hippopotame soit. Ah ben ça marche, le voici, l'hippopotame. Puis j'éteins la torche, il disparaît. Je rallume, il se rassemble vite fait dans le halo. Je ne me connaissais pas ce pouvoir. Mais la torche pèse, c'est une lourde torche. Alors je dois la coincer sous mon bras pour prendre des notes. J'écris le coude au corps en retenant mon souffle afin de la maintenir immobile et d'éclairer suffisamment la page de mon carnet. L'inconfort de l'affût n'est pas moindre ici que dans la nature sauvage. Je sens venir les crampes et le rhume. Je progresse en cherchant mes mots dans la galerie souterraine, dans le labyrinthe des grottes, dans la forêt primitive, comme si le compteur de mon pavillon avait disjoncté pendant une partie de Scrabble. C'est ridicule. Je dois réveiller mes instincts endormis de chasseur-cueilleur, ressusciter l'Apache, le trappeur, au moins le petit scout toujours prêt. Voici justement un local technique, dont la porte est restée entr'ouverte. Alors je me glisse à l'intérieur, ombre parmi les ombres. Un câble d'ordinateur est enroulé dans un coin sur une caisse. Les réflexes reviennent. Je fonds sur ce serpent. Ma main, comme une serre, se referme sur lui. Je le tiens. Quelques nœuds habiles. Cette science de la liane et du chanvre que je possédais sans le savoir, inscrite dans mon cerveau reptilien, avec les notions de crochet inculquées par mon arrière-grand-mère, je tresse une parfaite bandoulière qui soutient ma torche, libère mes deux bras et m'étrangle de façon tout à fait insupportable. J'attendrai de n'avoir plus qu'un souffle pour appeler à l'aide, je m'en fais la promesse. Puis je vérifie que le voyant on du talkie-walkie s'allume bien quand je pousse le bouton. Je dois pouvoir alerter le camp de base à tout moment. Je suis seul. Le risque de faire de mauvaises rencontres est donc tout à fait nul. Cependant, le responsable du service de sécurité a cru bon de me montrer comment exécuter l'imparable kata qui change la torche en massue, et d'un coup, il éteint toutes les lumières dans le crâne de l'agresseur. PTI, PTI. J'ai essayé de reproduire ce moulinet contendant et bien failli m'assommer, en effet. Quand je le maîtriserai mieux, je ne me raterai pas. Si la salle des espèces disparues baigne dans l'obscurité la plus élémentaire, la nuit originelle à retrouver, quelques lumières tamisées, ou serait-ce de lointains feux de brousse, prolongent le crépuscule dans la grande galerie de l'évolution. 4 niveaux, dont 2 étages en coursive et un sous-sol consacré au milieu marin et même à l'insondable plaine abyssale. Je pourrais me croire à bord d'un paquebot. Un paquebot en détresse, encalminé dans le creux de la vague, 1 seconde avant le naufrage, seul sur le Titanic.
Tout au fond, à l'horizon, un morse et 2 ours blancs dérivent sur un morceau de banquise. Allons-nous vraiment heurter cet iceberg et sombrer corps et biens? Je souris à ma peur, si naïve, tout en m'agrippant de mes 10 doigts au bastingage. Il me semble entendre les premières mesures de « Plus près de toi, mon Dieu ». Puis je me raisonne, le Titanic. Il y avait 2213 humains sur le Titanic. Or, je ne vois autour de moi que des animaux, du crin et de la plume. J'ai bien plutôt embarqué sur l'arche de Noé. Aurais-je été choisi entre tous les hommes pour représenter l'espèce, seul garant de sa survie? Alors je fais le compte de mes qualités et de mes défauts. Bon, moi ou un autre. Le hasard aura présidé à l'élection, je suppose. N'importe quel bonhomme, comme n'importe quel autre zèbre. Vladimir Poutine aurait pu se retrouver là. Merci. Oui, c'est pas Vladimir Poutine qui s'est retrouvé une nuit à errer dans la grande galerie de l'évolution. C'est le principe de cette collection dont le titre est Manu au musée. Il y a eu une dizaine de textes précédents celui-là, parmi lesquels ceux de Kamel Daoud, Lydie Salver, Santiago Amigorena, Bernard Chambas. Et juste avant toi, c'était Yakuta Ali Kavasovic qui s'était laissé enfermer une nuit au Louvre. Pourquoi avoir accepté, Éric, de jouer ce jeu-là? Je dirais que ça te ressemble peu d'accepter ce type de commande ou de mise en scène de l'écrivain. D'abord, le livre est né d'une façon un peu fortuite. J'ai été sollicité indirectement après avoir discuté avec Lydie Salver, comme je le raconte dans le livre, à propos de son propre livre. Je lui avais dit, moi, ce qui m'amuserait, ce serait d'être enfermé dans une grotte ornée. Ce serait une expérience assez fascinante. Et puis Lydie a pris la chose au mot et on a parlé à Lina Gurdiel, qui est responsable de la collection, laquelle m'a immédiatement proposé de le faire. Or, c'est inimaginable de passer une nuit dans une grotte ornée, surtout quand il s'agit d'une grotte originelle et pas d'un facsimilé. Donc la chose était inenvisageable dès le début. Je le savais, j'avais dit ça en manière de boutade. Mais j'ai immédiatement proposé le Muséum d'histoire naturelle en détournant aussi un peu le principe de la collection, qui est normalement une nuit dans un musée des beaux-arts parmi des œuvres. Là encore, je n'y croyais pas vraiment en lui proposant ça, mais finalement, elle est prête à relever à peu près tous les défis. Et c'était quand même une opportunité pour moi de me retrouver dans un terrain neuf. Et au point où j'en suis de mon travail d'écriture, je dois reconnaître que ce type d'expérience m'excite maintenant plus qu'autre chose. Je pense que c'est une manière de sortir de son habituelle posture, de celle dans laquelle j'ai écrit tous mes précédents livres. Sans doute ai-je besoin comme ça d'expériences nouvelles pour faire aussi de nouvelles rencontres avec ce que je suis capable d'écrire. Enfin, et voilà. Et là, c'était vraiment c'est un lieu qui me fascinait depuis longtemps, parce qu'il me semble que le monde animal a toujours été pour moi une sorte de tentation. J'ai l'impression. Et là, me retrouver seul au milieu de ces spectres, alors parce qu'en plus c'est un monde animal, c'est le paradis perdu, c'est l'Éden, c'est vraiment tout à fait originel, c'est la préhistoire. Enfin, ça croisait des tas de thèmes que j'avais pu aborder précédemment. Oui, parce que c'est un livre dans lequel tu déplores l'absence d'animaux dans la littérature contemporaine, sauf, comme tu viens de le dire, dans la tienne. Il suffit peut-être de s'en tenir à quelques titres. La nébuleuse du crabe, Sans l'orang-outan, pour ne citer que. Il y a eu L'explosion de la tortue, Zoologique, qui était publié chez Fata Morgana. Les premiers étaient aux éditions de Minuit. Et puis il y a même eu La ménagerie d'Agathe. Oui, c'est vrai. Je pense que les hommes m'ennuient un peu.
leurs histoires, on les connaît, on les a même vécues soi-même pour la plupart. Le répertoire des situations a été à peu près exploré. Et les animaux me semblent à chaque fois la possibilité pour moi de retrouver une source vive, quelque chose de nouveau, une manière nouvelle d'occuper le monde, de l'habiter. Donc peut-être qu'une langue va suivre, une langue va s'ébrouer également, ou prendre son essor, enfin retrouver des sortes d'instincts ou de réflexes animaux. Et donc j'aurais même cette tentation, si un jour Alina Gurdiel ou créer une collection dans laquelle on nous propose de devenir un animal, par exemple, je suis prêt à devenir un lynx, un orang-outan ou une colombe, pourquoi pas. Et faire cette expérience du monde, du vieux monde, pouvoir l'habiter différemment, avoir des regards à une autre hauteur, des préoccupations légèrement différentes, une manière de me représenter les volumes différents. Voilà. Justement, à ce propos, c'est quelque chose qu'on observe aujourd'hui, alors dans la littérature, en tout cas des textes qui explorent ces frontières-là. Je pense à tout cet intérêt pour ce qu'on appelle le vivant. Alors, on peut citer Vinciane Després, dont le dernier livre faisait parler des poulpes, Baptiste Morisot, qui a travaillé sur les loups, Natacha Martin, qui raconte une expérience avec un ours. Ce sont des livres que tu as lus, qui suscite ton intérêt? Tout à fait, j'ai lu ces 3 livres-là. Vinciane Després, elle invente même une littérature animale qui est quelque chose d'assez beau, parce que comme elle parle depuis un point de vue autorisé, par exemple, elle a le poème de la pie, et le poème de la pie, c'est l'énumération de tout ce qu'on peut trouver. Alors, en fait, oui, parce qu'avant les poulpes, elle a travaillé sur les oiseaux. Oui, c'est ça. Donc, par exemple, je ne le connais pas par cœur, mais elle va dire perles, pièces d'or, chapelet, une sorte d'énumération qui devient assez belle, et on finit par comprendre que c'est le contenu d'un nid de pie. Donc, et selon, alors l'idéal serait de trouver une langue qui puisse correspondre aux manières d'être de chaque animal. Donc, on ne peut pas s'empêcher de faire un peu d'anthropomorphisme et de ramener sans arrêt ça à l'expérience humaine. Mon idée serait véritablement d'essayer dans Zoologique, dont tu parlais tout à l'heure, il y avait aussi cette tentation, cette tentative plutôt de trouver une langue adaptée à l'énergie de chaque espèce. Par exemple, il y a un dialogue de suricates, donc ils parlent en phrases très brèves, très rapides, en s'interrompant eux-mêmes sans arrêt, d'une langue très mobile. Bon, l'éléphant va avoir une langue évidemment plus lente. Il faudrait pouvoir se régénérer à ces existences-là, qui finalement sont très semblables aux nôtres dans leurs objectifs, dans leur stratégie, mais qui sont des vies muettes, à peu près muettes. Et voilà, il me semble que pour un écrivain, ça peut être intéressant d'imaginer comment nommer le monde depuis le point de vue d'un animal. Donc dans ce livre-là, tu t'intéresses évidemment aux espèces disparues ou menacées, et tu fais un parallèle avec les mots en voie de disparition. C'est quelque chose de la même manière qui est déjà présent dans tes livres précédents. J'ai réouvert Le désordre azerty. À vrai dire, je me demandais s'il y avait une entrée animaux, mais c'est sur zoo que je suis tombée, qu'on n'a pas le droit de prononcer zoo, je vous le rappelle. Et cette phrase, car la littérature, mieux que le zoo, a vocation à être un conservatoire de la vie animale, laquelle se confond ici exactement avec la vie lexicale, non moins menacée. Oui, d'ailleurs, là, je me sens menacé, je ne sais pas si c'est par la nuit ou par la lumière, mais je peux disparaître à tout instant, je vous l'annonce. Et il y a quelque chose, alors je me suis amusé à faire ce parallèle, enfin amusé, c'est un peu théorique, mais je fais souvent ce parallèle entre la menace qui pèse sur le monde animal et la menace qui pèse sur la langue, puisque des mots disparaissent, des animaux disparaissent. À chaque fois qu'un animal disparaît, un point de vue sur le monde disparaît également. À chaque fois qu'un mot nous est ôté, c'est aussi une manière de le nommer. Donc on a l'impression que ça s'appauvrit de toutes parts, que les cercles se resserrent autour d'un homme de plus en plus laconique et de plus en plus réduit à ses cris et à ses pleurs.
il se trouve que les noms des animaux sont toujours des mots magnifiques, que l'enfant apprend souvent à parler à travers une littérature qui est constituée beaucoup de figures animales. Beaucoup d'enfants savent miauler ou aboyer avant de savoir dire papa et maman. Donc il y a un rapport de l'enfance à l'animal, il y a un rapport de notre apprentissage de la langue passe curieusement beaucoup par des histoires d'animaux. Comme si les deux choses étaient liées, je ne sais pas de quelle manière, alors que l'animal est peut-être parce qu'on peut faire parler l'animal, je ne sais pas. Je voudrais que Christophe lise un bref passage à ce propos. Les animaux légendaires n'ont jamais eu d'autre corps que leur nom. Le catopéblas, le phénix, le dragon, le griffon, le basilic, la licorne ou la manticore. C'est dire l'importance de ce baptême. Quand un animal disparaît, son nom se vide à moitié de son sens. Son sang n'est plus qu'un demi-mot, une momie. Ce qui me ramène à ma méditation des premières heures de la nuit, des mots disparaissent aussi, engloutis dans la même absence, vite oubliés. Comment pourtant en garder le souvenir? Confectionner une figurine de papier mâché à leur effigie? Mais je n'ignore pas que le papier est fabriqué à partir du bois. L'écrivain est ce pompier pyromane qui écrit dans la sueur « Walden ou la vie dans les bois » et chante les frondaisons assis sur une souche. La bibliothèque fut une forêt. Nous avons broyé et déchiqueté les troncs. Nous n'avons gardé que quelques planches pour les rayonnages, comme nous avions débité le prunier après avoir cueilli tous ses fruits pour construire l'armoire aux confitures. Je résume, l'arbre est abattu et transformé en livre. Le singe meurt qui ne pouvait vivre que dans ses branches, après quoi il ne reste plus qu'à pilonner le livre. L'homme est un monstre paradoxal, je ne lui confierai pas mes filles. Langue de bois, langue morte, langue de bois mort, langue de feu, cendre. Qu'est-ce que ça permet d'inscrire un mot oublié ou un mot rare? Tu rappelais ton désir initial, peut-être en forme de boutade, mais enfin en tout cas d'aller dans une grotte ornée, qui est par essence le lieu de l'inscription. Oui, d'ailleurs, dans ces grottes ornées, j'imagine que des récits ont résonné, certainement. Il nous reste des traces peintes. C'est d'ailleurs la naissance du langage est sans doute liée. Enfin, des historiens, j'en parle. Peut-être que tu comptes en parler. J'aimerais qu'on y Carlos vienne à ce moment-là. Ginzburg, par exemple, raconte que les premiers récits sont sans doute des récits de chasseurs qui racontaient leur chasse le soir au retour dans leur tribu. Et parce qu'il y a une suite d'épisodes, il y a une narration, il y a une quête, il y a des personnages, il y a des événements, il y a du drame, il y a du suspense. Enfin, il y a à peu près tout pour tenir en haleine toute une famille à la veillée, en mangeant la bête en plus qu'on a chassé et traqué toute la journée. Enfin, à partir de la trace, c'est ça qui est beau. À partir de la aussi, trace, oui, c'est ça. Puisqu'il chemine sur les traces des animaux, voilà. et c'est ça qui se passe. Voilà, et ces traces, c'est presque déjà une inscription, c'est presque déjà une ponctuation. Ça ressemble à une page, à un trajet dans un livre. En plus, il y a les flèches des chasseurs, même les armes qui sont pointées comme des crayons. Enfin, il y a toute une sorte il y a des correspondances intéressantes entre et je pense que les premières choses que les hommes ont eu à se raconter, c'était effectivement des récits de chasse, donc des récits de relations à l'animal. Ensuite, bon, évidemment, le sens des peintures rupestres, on n'a toujours pas résolu cette énigme. Des hypothèses sont innombrables, mais ces hypothèses, d'ailleurs, pour moi, font partie de ce grand récit qui n'en finira jamais, de ce désir de savoir, de connaître, qui en fait, le passé nous intéresse autant que l'avenir. L'écrivain très souvent
travaille plus sur le passé et c'est de comprendre ce qui s'est passé, ce qui se passe. Dans La Grotte ornée, on a l'origine du récit, on a l'origine de l'aventure humaine, et c'est déjà un rapport à l'animal. L'animal semblait véritablement le centre des préoccupations, pas seulement en tant que proie, puisque ces peintures ne pouvaient pas seulement représenter des tableaux de chasse. C'était quelque chose de certainement beaucoup plus magique ou mystique. Et j'imagine que les récits, qui d'abord devaient être des récits assez prosaïques de chasse, ont pu devenir déjà des sortes de poèmes ou de chants, de chamanisme, etc. Il y a dû y avoir autour de cela, à peu près toutes les formes de littérature ont dû pouvoir naître sous une forme évidemment extrêmement primaire, mais pour en revenir à cette idée de l'inscription et du mot menacé ou en voie de disparition, quel est le geste qui est le tien, celui d'auteur, quand tu écris, choisis comme mot ingambe, dont et Christophe et moi, je ne révélerai rien, avons recherché la définition dans le dictionnaire. Désolée de te trahir, hein, je me sens moins seule. Mais il y a là quelque chose d'important. Il se trouve que c'est le mot qui convient, et c'est le seul mot qui convienne, en fait, pour nommer la situation. Donc, quand on n'aura pas le mot, on va redevenir balbutiant. Ce qui est paradoxal, c'est que par ailleurs, je suis très intéressé par le langage des enfants qui est fait de ces périphrases, qui est fait de ce manque de mots. Là, dans le passage que tu lisais, il était question du désespoir lyrique selon Gracq. On pourrait imaginer que les enfants sont dans ce désespoir lyrique. Ils n'ont pas les mots pour nommer ce qu'ils éprouvent ou ce qu'ils ont envie de raconter, donc ils inventent des périphrases qui sont souvent très belles, parce que justement, elles nous rappellent pourquoi on a eu besoin d'un mot. Donc on revoit la très troublante quête du mot juste, qui finalement est celle aussi de l'écrivain sans cesse. Donc l'enfant qui s'empare de la langue est toujours très émouvant. Mais en revanche, quand on commence à perdre des mots, on retombe en enfance, mais avec dans cette situation pathétique du vieillard sénile, en quelque sorte, qui ne peut plus raconter sa vie, qui est privé de son récit, qui est petit à petit privé de la possibilité même de raconter quoi que ce soit. Donc finalement, son identité même s'effrite. À propos de mots rares, je me suis souvenue en préparant notre rencontre d'une série dans l'autofictif. Il y a parfois, ce sont des notes quotidiennes pour ceux d'entre vous qui ne seraient pas, 3 notes quotidiennes publiées sur le blog, réunies un an plus tard en un volume imprimé. J'ai un exemple ici. Il y a parfois des séries, des choses qui reviennent, et je me suis souvenue de cette série que j'ai appelée, en t'en redemandant les extraits, C'était un autre temps, bien sûr. Alors, Christophe va nous en lire quelques passages pour qu'on les tous en tête. Lorsque j'étais enfant, le troupeau traversait encore chaque soir le village. On pouvait vivre du commerce de la ruflette. On reconnaissait entre tous le timbre de la bicyclette du curé. La blouse grise de l'instituteur était beaucoup trop ample pour lui et l'amour restait très livresque. On vivait en culotte courte avec des empiècements de velours cousu sur les genoux et des chaussettes vertes dont l'une n'avait pas d'élastique. On mangeait à Noël l'empagne dans sa croûte de sel. Fin mars, on fraîchait les lavelles. Le reste de l'année, il fallait harcer la mojette. Le rabotier ne chômait pas. Ah, c'était un autre temps, bien sûr. Lorsque j'étais enfant, les mathématiques nous coupaient en 4 et la bosse en enflant devenait jaune, puis mauve. Il était difficile de savoir ce qui méritait d'être su. Christine Angot n'écrivait pas, mais nous souffrions d'impétigo. Nos dévotions allaient à Saint-Alcide le 1er dimanche d'avril. Il guérissait les écrouelles, il nous soulageait de nos clous. Les 2 roues de nos bicyclettes n'étaient pas du même diamètre. D'un autre encore était la chambre à air de secours en plèvre de sconce pliée sous la selle.
On gardait pour la soupe le lard des vieux souliers. On se mariait pour la vie, laquelle s'achevait le lendemain dans un tunnel de mine écroulé. On égournait les molves avant la grivette, la givrette. On sablait les pianules. Il ne fallait pas compter sur la mansuétude des cirules, ni sur la clémence de l'orcasse. Ah, c'était un autre temps, bien sûr. Lorsque j'étais enfant, la surface du globe était entièrement recouverte de linoléum et la myxomatose avait changé en cornes les oreilles de lapin. Les troncs noirs de la charmille se tordaient comme des corps carbonisés. On s'abîmait dans la rêverie. Un escalier secret menait au fond. Le coin était un fruit contendant. Le gros orteil ne serait jamais rejoint. On descendait aux archives sans être sûr de pouvoir remonter. Une nasse dans le pigeonnier contenait un rat momifié. On bourrelait les frisques. On écharniait avec passion les empleintes frictives. Oh, c'était un autre temps. Lorsque je serai vieux, l'âme aura enfin été isolée. Nous observerons ses réactions à divers gaz, acides et agents chimiques inoculés à une souris blanche. Elle provoquera l'implosion de celle-ci après quelques secondes. Le rat d'égout la tolérera 2 jours. Toutes les maladies connues auront été éradiquées. On souffrira davantage des nouvelles. Des recherches auront révélé la nocivité de la farine et du lilas, mais nous nous serons réconciliés avec l'arsenic. Les derniers objets en fer achèveront de rouiller. Le pouvoir suprême sera détenu par un adolescent qui l'exercera depuis sa chambre. On aura aboli les frontières, mais le schlug reconfigurera quotidiennement les territoires. Les agents de la Kraska veilleront à la stricte observation de la loi Moule, inscrite dans le registre 13. Lorsque je serai vieux, autre mœurs, tu choisiras ton sexe chaque matin en fonction de ton bon plaisir et de ton programme du jour. Surprise quotidienne et réciproque pour les conjoints au sortir de la salle de bain. On aura dépollué les rivières en y foutant le feu. Les abeilles auront disparu. La pollinisation sera assurée par le lumpenprolétariat. Notre réfrigérateur intelligent saura rôtir la volaille. Tout fonctionnera par reconnaissance vocale. Les muets s'entasseront dans des bidonvilles. Le platch sera définitivement Hartgrove et l'espirade interdite entre Miasque et Valandre. On se consolera avec la 5D. Merci. Alors, j'ai donc demandé à Éric de bien vouloir réunir ces extraits pour me faciliter le travail, me mâcher le travail. Et j'ai dit, ouais, tu sais, ce à quoi je fais référence, tous ces passages où tu t'amusais à faire des phrases avec des mots rares. Et sa réponse a été, mais oui, tellement rares que pour la plupart, je les ai inventés. Alors, j'ai été très rassurée en discutant avec Christophe avant qu'Éric n'arrive tout à l'heure, qui m'a dit « Ah bon, ils étaient inventés ?» Alors, je me suis sentie un peu moins naïve. Merci Christophe, pardon. Je me suis dit que tu avais sûrement des dictionnaires. Oui, nous on a imaginé que tu avais des dictionnaires... Encore inventer des mots du temps passé, enfin... Citer des mots oubliés du temps passé, c'était faisable, mais alors citer des mots réels des temps à venir, ça aurait été quand même très fort. Mais non, là dans ces fragments, il y a l'espèce de lancinance du souvenir, de la mélancolie qui s'accroche comme ça à des détails, et puis on semble restaurer une authenticité en nommant des choses extrêmement pointues, très régionales, très... Bon, ça, c'est plus un jeu là avec la nostalgie et inversement avec la crainte de l'avenir. Mais il y a aussi une autre tentation qui est celle du n'importe quoi, qui est quelquefois chez moi assez... C'est pas qu'il y ait de l'ineffable, mais c'est que justement tout peut être dit et c'est assez agaçant. Donc on aimerait pouvoir aussi dire des choses qui évoquer le rien, l'absence, le non-sens, l'absurdité, puisque le mot arrive avec son autorité, il légitime ce qu'il note, il en crée immédiatement une représentation solide qui devient immédiatement un piège aussi.
c'est le paradoxe de l'écrivain qui cherche toujours le mot juste et qui est embarrassé quand il le trouve parce qu'il doit arrêter sa quête. Et donc quelquefois il y a une lassitude aussi de la justesse, de l'harmonie, de la cadence, de la belle phrase qui semble vouloir faire un sort à ce qu'elle saisit. Et c'est vrai que assez régulièrement, j'ai ces sortes de crises de délirium très minces littéraires et la tentation de créer des mots, ce qui est très difficile de créer des mots en fait. Encore une fois, notre pauvre imagination ne sait que combiner. Je me rends compte en les entendant que c'est toujours des mots qui sont excessivement expressifs et qui recourent à des syllabes, qui collent des syllabes qu'on a déjà entendues dans d'autres mots, toujours des mots très forts, un peu outrés, grandiloquents, un peu emphatiques. Bon. Là, en l'occurrence, il s'agissait aussi de jouer avec, une fois encore, ces postures du regret, de la mélancolie, de la nostalgie. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose que les espèces que je cite dans l'Arche Titanique, qui sont, pour le coup, effectivement, l'animal ayant disparu, le mot qu'il nommait aussi. Quelquefois, ce mot n'a jamais été réellement utilisé, puisqu'on a constaté la disparition de l'animal en trouvant ses ossements. Donc ce sont des mots qui n'ont nommé que des fantômes. Un petit peu quand nos grands-parents nomment leurs propres grands-parents et qu'on entend résonner durant son enfance des prénoms un peu anciens qui semblent pourtant évoquer des réalités qui se sont produites bel et bien, mais qui, pour nous, nomment un monde féerique ou étrangement préhistorique. Tu as opéré sans le vouloir une formidable transition. Je voulais te soumettre un passage de ce livre-là, Jules Supervielle, L'Arche de Noé. Alors, certains animaux ne devant pas figurer dans l'arche, Noé n'avait pas hésité à les tromper sur l'heure du départ. La passerelle était déjà levée qu'un mégathérium se présenta. « Quand on s'appelle Noé, on n'oublie personne », cria-t-il, conscient de son énorme force. « Ce n'est pas un oubli, » dit le père de l'arche avec tristesse. « Votre destin est d'être un antédiluvien. Or, le déluge est commencé. Qui oserait affirmer le contraire ? Que je ne figure pas, moi, parmi les animaux de l'arche, moi, le plus important, c'est scandaleux. Par ta faute, Noé, on ne saura même pas un jour que j'ai vécu. Rassurez-vous, mon grand ami, on vous reconnaîtra à vos vertèbres. » Et puis, il est encore vivant dans le Loch Ness. Mais non, c'est Je fais une incise, oui, mégathorium, pour ceux qui, comme moi, ont dû aller vérifier dans un dictionnaire. Grand mammifère fossile des terrains tertiaires et quaternaires d'Amérique du Sud, de la taille d'un éléphant, mais voisin des paresseux. Donc, il faut imaginer un éléphant suspendu à une branche par les pattes. Comme ça dresse sur ses pattes. C'est l'époque où les arbres étaient aussi beaucoup plus solides qu'aujourd'hui. Non, mais alors, ce qui est amusant, c'est que ça rejoint la Genèse, la Bible, etc., sur et puis la disparition des dinosaures, enfin tout ça, on ne sait pas très bien quand tous ces récits se sont constitués, quels emprunts ils pouvaient avoir à un peu de science quand même, ou de paléontologie. Enfin, et effectivement, les dinosaures n'ont pas disparu dans le déluge, mais enfin, leur disparition a été entraînée sans doute par la chute d'un météorite ou une glaciation, enfin également d'un phénomène comme ça, un phénomène extraordinaire qui a affecté la planète entière. Donc finalement, ça recoupe d'une façon assez troublante quelquefois le récit biblique. Et puis là, c'est très amusant et ça donne envie de lire ce livre. On a parfois l'impression, d'ailleurs, tu as commencé un petit peu à l'évoquer, que dans ta manière d'écrire, c'est le mot qui fait naître, qui suscite la phrase. C'est pas tant le sens de la phrase globalement. Tu t'appuies sur le mot comme une cheville. Et tout à l'heure, je me disais, oui, et même dans la manière d'inventer, quoi, dans cette extension
de ton domaine lexical et non de ta lutte. Mais voilà, finalement, le mot, c'est le prétexte qui va donner... Alors, plutôt qu'un prétexte, en tout cas, il y a une fécondité, effectivement, du mot. Non, mais je disais prétexte, comme s'il précédait le texte, comme s'il précédait ce qui allait advenir. Enfin, je n'écris pas tout un texte pour y glisser tout à coup un mot auquel je pensais avant, mais il est certain que chaque mot dans une phrase est porteur aussi, est un germe ou un œuf, enfin, arrive avec sa puissance électrique, sa charge de poésie et peut reféconder la phrase qui se tarissait, enfin, et puis est chargée de potentialité, parfois de polysémie. Et ce qui est assez juste, en tout cas, c'est que pour moi, les récits naissent d'un emballement de la phrase plus que d'une sorte de scénario préexistant que je m'appliquerais à relater. C'est pendant que j'écris que une sorte de transe, enfin c'est un peu emphatique ça, mais que la phrase se génère, va chercher ses nutriments et puis se enfle, se déploie à partir de ce qu'elle. Il y a un petit côté rhizome aussi. Oui, ce qui se révèle également dans les formes. Parce que tu t'autorises, et c'est particulièrement vrai dans ce livre-là. Alors, c'est parfois des fragments, parfois il y a quelque chose, on l'entendait dans la fin du passage précédent, quelque chose de l'ordre du poème, du haïku que tu pratiques beaucoup dans l'autofictif. Donc, le mot, la phrase, le rhizome est comme une tentative au sein même de la page. Oui, il y a une double tentation de la digression infinie et au contraire presque de l'aphorisme. Mon idéal serait de faire tenir une digression dans un aphorisme, mais c'est difficile. Et enfin, à chaque fois, ça va vers une sorte de condensation, et puis comme si celle-ci était intenable, ça explose ou implose, et à nouveau, ça se déploie. Oui, c'est très étrange. J'ai vraiment cette double... ma phrase, se poursuit simultanément le désir de s'arrêter dans une formule qui la tiendrait, oui. et puis au contraire de ne jamais s'arrêter, comme si elle voulait durer infiniment. Alors, dans ce récit, donc, il y a les extraits qu'on a entendus, et puis il y a, marqué par l'italique d'ailleurs, un autre récit qui s'enchasse, dont on va entendre un court extrait. Quelqu'un peut me dire ce que je fais dans la chambre de mon oncle Jean-Pierre et de ma tante France? S'il vous plaît. Est-ce que quelqu'un peut me dire ce que je fais dans la chambre de mon oncle Jean-Pierre et de ma tante France, sachant que normalement la mienne se trouve au bout du couloir? Oui! Mais est-ce que quelqu'un peut me dire ce que je fais dans la chambre de mon oncle Jean-Pierre et de ma tante France? Et pourquoi la couleur des murs est à dominante verte alors que je l'ai toujours connue orange? Eh oh! Nous sommes le 17 octobre 2019 et je me réveille dans la chambre de mon oncle Jean-Pierre et de ma tante France, au premier étage de la maison de mes grands-parents, au Vigan, près de Limoges, où je viens de toute évidence de passer la nuit. Or, cette maison fut vendue en 2015, après la mort de ma grand-mère Camille, que mon grand-père Henri, mort lui-même en 2009, lequel ses frères et sœurs appelaient Riri, appelaient Mimi. Elle n'appartient plus à la famille, c'est la maison de l'enfance, la maison des vacances heureuses. J'y suis venu pour la dernière fois en 2013 pour le 100e anniversaire de ma grand-mère. Jamais je n'y suis venu en octobre, de toute façon. Et puis, ma chambre se trouve au bout du couloir. Pas au bout de ce couloir, d'ailleurs, non plus. Au bout de ce couloir, il y a les toilettes. Et sur la droite, un décrochement conduit à un second couloir, au bout duquel il y a une chambre. Cette fois, on y est.
Enfin non, justement pas, puisque je me réveille dans celle de mon oncle Jean-Pierre et de ma tante France, la première à droite dans le premier couloir qui en compte 4, 2 de chaque côté. La deuxième à droite est celle de ma tante Catherine et de mon oncle Jean-François, et la première à gauche est celle de mes cousins Lionel et Stéphane, et la suivante, tantôt celle de ma tante Madeleine et de mon oncle Jean-Marc, tantôt celle de ma tante Bernadette, sœur jumelle de ma tante Madeleine et de mon oncle Jean-Max, quasi homonyme de mon oncle Jean-Marc. Puis il y a encore une salle de bain commune. My day! My day! Je me suis interrogée sur la part que tu voulais bien donner aux rêves. Ça commence par une sorte de faux rêve. J'ai eu l'impression que cet espace, en tout cas le rêve, c'est signifiant, peut-être aussi celui des associations d'idées, n'était pas complètement le tien. Et en même temps, eu égard à tout ce que tu viens de dire aussi, et cette manière dont tu peux te laisser emporter par... les mots et ce qui génère, voilà, j'avais envie qu'on creuse un peu cette question. Mais en fait, cette seconde nuit a réellement eu lieu. Oui. En fait, des nuits exceptionnelles, on n'en vit pas tellement, puisque la plupart du temps, on dort et on ne se rend compte de rien. Donc, à part quelques extases dont on garde le souvenir précieusement, mais bon, était-ce seulement la nuit, quand on s'aime, je ne sais pas. Mais là, des nuits où il se passe quelque chose, on pourrait certainement chacun en citer quelques-unes. Quand je suis arrivé au muséum, quelques semaines avant, j'avais vécu une autre nuit très étonnante, puisque je m'étais retrouvé effectivement dans la maison de mon enfance, suite à des hasards, puisque une compagnie de Limoges montait une adaptation de Ronce-Rose, un de mes romans, et on m'avait logé dans une chambre d'hôte dans la région, dans un village à côté de Limoges qui s'appelle le Vigin, et non pas le Vigan, le Vigan étant un comédien copain de Céline. Donc on m'avait logé dans cette chambre que j'avais toujours connue comme étant celle de mon oncle et ma tante, etc. Et j'ai revisité cette maison. Et le parallèle entre ces deux nuits s'est assez vite imposé à moi, puisque dans les deux cas, il s'agissait d'un retour dans, on va dire ça d'une façon, un paradis perdu, un territoire d'enfance. Un territoire d'enfance. Il y avait deux échelles. Il y avait l'enfance du monde et la mienne, en quelque sorte. Et il y avait deux expériences étranges où j'étais là en visiteur et en même temps autorisé, puisque c'était mon histoire aussi. Histoire double histoire dans laquelle il y avait beaucoup de morts, beaucoup de fantômes, beaucoup de souvenirs. Deux expériences qui finalement se sont révélées assez proches. Nuit courte, remémoration, angoisse et puis petite volupté du souvenir, émotion, etc. Et en fait, j'ai vécu des choses assez proches dans ces deux endroits qui n'avaient rien d'autre à voir. Donc, je me suis amusé à raconter aussi cette autre nuit de manière pour ponctuer le grand récit de la nuit au muséum. Je reviens de façon récurrente 4 ou 5 fois sur cette autre expérience. Et tu as raison, par ailleurs, d'évoquer le rêve, parce qu'effectivement, la nuit, les rares choses qui se passent, ce sont dans nos rêves. Et là, ce sont deux rêves éveillés, en quelque sorte, parce que un muséum, j'étais éveillé, et c'était typiquement des situations auxquelles on peut rêver, c'est-à-dire un gorille tout à coup devant soi, voilà, des escaliers immenses, la nuit, une solitude incroyable, un silence. Enfin, et l'obscurité, le noir et cette lampe torche, qui est un objet important qui va revenir dans le récit, avec laquelle, en effet, tu éclaires, tu donnes vie. Moi, ça m'a vraiment évoqué une sorte de lanterne magique. Ouais. Et tu savais qu'une manière ancienne de dire lanterne magique, c'est cassette à illusion. Cassette à illusion. Je sais que ça te plaît. Voilà. Oui. Et c'était un peu aussi comme un gros crayon. Mais oui, c'est ça, en fait, c'est l'illusion que donne aussi la littérature. Voilà, exactement.
une nuit d'énigmes et de peut-être n'y a-t-il rien. Souvent il n'y a rien, puis quelquefois une figure s'impose, quelque chose de sidérant, quelque chose de très beau, d'un peu monstrueux, devant lequel on est souvent dépourvu des réflexes qui habituellement nous permettent de faire face avec pertinence aux situations. Donc un certain désarroi qui oblige à développer des stratégies d'adaptation rapide. Enfin, donc quelque chose aussi qui ressemblait sans doute, tout ça dans la dimension de la poésie et de la littérature, mais disons, jouons ce jeu-là, qui pouvait ressembler oui, c'est ça, au premier tâtonnement des hommes dans les forêts, à la recherche, quelles sont les créatures hostiles, quelles sont les créatures dont on va pouvoir faire profit, quels sont d'éventuels alliés, quelles sont les forces, sur quoi je peux m'appuyer, qu'est-ce qui me fait peur. Voilà. À propos de la peur et de ce qui est terrifiant, c'est un livre très mélancolique et qui contenu dans le titre, en fait, parce que donc il mord l'arche qui sauve et le Titanic, alors malgré le grand œuvre qui sombre. Oui, parce qu'il y a également une sorte de méditation continue sur l'extinction des espèces, la menace qui pèse. J'ai écrit ce livre, La nuit a eu lieu en novembre 2019, c'est-à-dire un mois avant qu'on commence à parler du Covid. Et ça a d'ailleurs beaucoup perturbé l'écriture de ce livre, parce que surtout au départ, on parlait beaucoup des zoonoses, du pangolin, et j'avais pas envie d'introduire toute cette histoire dans mon livre, puisque le principe de la collection serait que le livre s'écrit la nuit même. Normalement, je ne devais pas avoir d'informations qui suivent en quelque sorte cette expérience. Donc j'étais bien embêté par ce Covid. Je crois que j'ai été le plus embêté par le Covid de tous les hommes de cette terre. Que faire encore de ce virus qui venait, y compris parasiter mon travail en cours, enfin vraiment. Donc en fait, je m'en débarrasse dans une note en bas de page. Mais malgré tout, ça venait aussi justifier certaines des choses que j'avais, je ne suis pas le premier, que des tas de gens cette constataient. Méditation sur l'effondrement. Voilà, et sur la destruction des habitats des animaux, la proximité tout à fait inopportune d'espèces qui ne devraient pas vivre en compagnie des hommes, et qui du coup les virus voyagent, se transmettent. Donc effectivement, il y avait cette angoisse qui est partagée de l'extinction de masse et de le péril qui pèse sur le monde. Tout ça, c'est très... On le voit, c'est incarné en quelque sorte par ces créatures qui n'existent plus qu'à l'état de quelques spécimens naturalisés dans les vitrines. On peut très facilement se projeter et imaginer tous les animaux qui sont encore de ce monde à leur place derrière les vitrines, et puis nous-mêmes rapidement réduits à cela. Et d'ailleurs, il y a aussi du coup un passage dans le livre où je raconte toutes les expériences ou tentations de taxidermer, comme dit un vieux savant. On va te laisser faire tout seul, parce voilà. que tu déroules exactement tout notre programme, voilà, ouais. dont on n'avait pas informé. Et cependant, ça grouille. La vie n'a pas quitté ses morts. Ces grands animaux statufiés, figés dans leur cuir comme des pâtés en croûte, bougent encore. Ça respire. Je ne suis pas le seul vivant dans la nuit muséale. Ça s'active même sacrément. Les parasites sont à l'ouvrage. Ils dépiotent ce qui fut si patiemment cousu. Même une bête naturalisée il y a 3 siècles excite leur appétit. L'éléphant reste un beau morceau. On eût dit que le corps, enflé d'un souffle vague, vivait en se multipliant. Combien d'écrivains, même reliés plein cuir, trouvent encore des lecteurs voraces après si longtemps ? Viande fraîche, ce grand pingouin du 19e siècle dont l'espèce est aujourd'hui éteinte. Soupe du jour, cette tortue de Bourbon sans descendance depuis 1840. On va se régaler.
Les mythes s'attaquent aux fanères, plumes, écailles, ongles ou griffes. Les dermestes, ou du moins les larves de ces coléoptères prolifiques, dévorent les graisses, les os, le cuir, la fourrure. Pour ma part, je lutte contre le sommeil avec une combativité nouvelle. Mes paupières sont lourdes, mais j'ai noué mes cils à mes sourcils. Puis, j'envisage de moindre intégralement de savon arsenical. Ce serait la solution, mais où en trouverais-je ? Mis au point en 1773 par un pharmacien de Metz, Becker, l'usage de celui-ci fut hélas abandonné en 1983. J'en connais pourtant la formule par cœur: arsenic blanc, sel de tartre, camphre, savon blanc et chaud. Ah, si seulement j'avais sous la main tous ces composants. Les spécimens ainsi traités sont moins importunés par les mythes et les dermestes. Aux temps anciens, les taxidermistes talquaient même le plumage et les vieilles dentelles de certains oiseaux d'un dérivé pulvérulent où l'arsenic était mélangé à du sel marin et de l'alun calciné. Il peut être risqué aujourd'hui de restaurer ces pièces. On s'affuble d'un masque à gaz, comme à la guerre. On emprunte aux démineurs son trébuchet pour y peser nos gestes. Le savon arsenical, devenu volatile dense avec la poussière dans le rayon de soleil qui allume l'œil vitreux du toucan éventré sur l'établi. Le muséum voudrait être une extension du vivarium, du terrarium, de l'insectarium et de l'aquarium. C'est avant tout un musée. Ce qui m'apparaît dans le faisceau de la torche, ce sont des œuvres encore, les œuvres des hommes. Pièces uniques, manufacturées, dépendantes du contexte historique et géographique de production, et cependant travaillées par un style qui permet à l'œil aguerri du spécialiste d'en désigner, sinon imparablement l'auteur, du moins la provenance, l'atelier dont elles sortent. École anglaise ou école française ? Façon de faire. Lulu ou Célestine, la petite modiste qui atteint les plumes de ce casoar. Quel savetier a verni ce sabot. Quel tailleur a cousu les ourlets et les revers de ce daim. Un animal mort est voué à la putréfaction. Il faut beaucoup de soins et de compétences pour déjouer cette malédiction. La résurrection des corps que peuvent espérer de mieux les bêtes dont l'âme s'éteint avec le souffle. Contrairement à celle de l'homme, on le sait, qui monte en zigzag dans le ciel vide comme une fusée d'artifice qui fait long feu. Le taxidermiste arrive après le carnage. Il maquille la scène de crime. Il relève la girafe. Il regonfle l'hippopotame. Il chatouille le chimpanzé pour lui rendre son rire. Il restaure le tableau de chasse. Toute sa peau tendue comme une voile, il confectionne un vrai cerf-volant. Bien sûr, le temps s'arrête, tout mouvement reste suspendu. Mais dans la nature aussi, souvent, l'animal se fige, aux aguets, en arrêt. Puis, ne fait-il pas nuit ? C'est l'heure du repos. À l'exception de moi et de quelques autres parasites, tout le monde dort ici. Pourtant, mon oreille de broussard perçoit des bruits légers, des crépitements, des craquements. Le cuir travaille. Tous vêtus de peau de chagrin, ces beaux animaux. Ils se rétractent inéluctablement et il en résulte de grands dommages, des plissements, des craquelures, des déchirures. Chaque spécimen conservé ici possède sa fiche d'intervention où sont consignés tous les travaux de restauration nécessités par les dégradations dues aux accidents, au vandalisme ou à l'inévitable usure du temps, ainsi que la nature des soins prodigués. Tenez, prenons le zèbre de Grévy. Non seulement l'espèce est aujourd'hui très menacée, mais en plus le spécimen naturalisé du duc d'Orléans est vraiment dans un sale état. Jules Grévy, le duc Philippe d'Orléans ? Est-ce que l'expression « drôle de zèbre » n'aurait pas été inventée pour désigner cet animal en particulier qui semble avoir laissé une forte empreinte dans l'histoire de France avant même d'intéresser l'histoire naturelle ? D'un autre côté, je peine un peu à me remémorer ses victoires militaires et ses réformes politiques. Il n'était pas à Austerlitz. La séparation de l'Église et de l'État, c'est pas lui. Le vote des femmes non plus, l'abolition de la peine de mort pas davantage. Alors qu'a-t-il donc fait de si remarquable ? Notre zèbre.
Un représentant de l'espèce fut offert en 1882 par le gouvernement d'Abyssinie à Jules Grévy, alors président de la République. L'homme d'État, raillé par les chansonniers de l'époque pour sa légendaire pingrerie, aura au moins très gracieusement donné son nom à l'animal. Ah, si la taxidermie savait retenir ainsi les moments les plus intenses de notre vie, la première danse, le premier baiser, la naissance de l'aîné, notre promotion surprise au grade de cadre supérieur. Bon, mais revenons à notre zèbre. On le réclame pour une exposition, il ne peut pas y aller comme ça, dans cette tenue si négligée, si dépenaillée. Constat d'état, spécimen très sale, sans plateau, sans numéro. Les deux oreilles sont éclatées et déformées. Nombreuses fissures, base de la queue 6 cm, cuisse gauche 6 cm, base du cou 5 cm, patte avant droite 5 cm, oreille 11 cm. Nombreux petits trous disséminés sur tout le spécimen, nombreuses restaurations anciennes, plus de fissures que de rayures. Il faut agir, on s'y colle. Travaux effectués, fabrication d'un socle, dépoussiérage à l'air comprimé, lavage à la mousse de lessive, alcool, acétone, bouchage des fissures, remise en forme des oreilles après humidification, mise en œuvre de trompe-l'œil à la peinture acrylique. Nota bene, les anciennes restaurations réalisées à la barbotine sont conservées dans la mesure où elles sont en bon état. Produits employés, contreplaqué latté, résine Axon SC 258, enduit polyester Vox Chemie, peinture acrylique Liquitex, numéro 128 432 276, lessive Harley. Durée de l'intervention 32 heures, et voilà notre zèbre rétabli comme neuf. Avec toutes les nuances de sa personnalité complexe. Nul n'est jamais tout blanc ni tout noir. On pourrait le relâcher dans la nature. On l'a entendu, c'est extrêmement précis. Alors, j'aimerais savoir comment tu as travaillé, comment tu t'es documenté. Tu donnes des formules, Ah ben là, la fiche que tu as lue à la fin, c'est une fiche de conservation du spécimen. Chaque spécimen du muséum a sa fiche comme ça, dans laquelle sont notées au fur et à mesure du temps, donc parfois depuis le 19e siècle, toutes les interventions que les restaurateurs ont pu faire. Donc moi, j'ai rencontré un taxidermiste du muséum, Christophe Gottini, qui est une sorte de génie de la profession. Taxidermiste, c'est un très étrange métier. C'est entre le plasticien, le naturaliste, le scientifique, et puis je sais pas, l'homme de théâtre. Et il me racontait toute l'histoire de la taxidermie, qui est en soi assez amusante, puisque en restaurant ces spécimens, il trouve la manière dont ceux-ci étaient empaillés, comme on dit, alors qu'il n'y a jamais de paille en réalité dans ces animaux. Donc on a trouvé, je crois, 54 espèces de rembourrages différents. À certaines époques, les taxidermistes prenaient ce qu'ils avaient sous la main, leurs pantoufles ou le livre en cours, le reste de gigot, enfin bon, ils mettaient tout ce qu'ils trouvaient là-dedans. Et donc on trouve quelquefois, on a trouvé des feuillets manuscrits, on a trouvé des choses étonnantes. T'amuses à les énumérer. Et puis les taxidermistes, ils avaient tendance à farcir la peau, et puis l'animal était campé comme il pouvait, alors qu'aujourd'hui ils font tout un travail, ils étudient ils regardent des films animaliers où ils vont voir les animaux vivants pour connaître leur posture exacte. Il y a un scrupule. On prend de l'animal mort un soin que souvent on ne prodigue pas aux animaux vivants. C'était aussi la chose ces bêtes sont choyées, elles sont nettoyées avec des instruments très fins, des micro-aspirateurs, des petits plumets, enfin on les traite, on les maquille, on les soigne avec vraiment beaucoup d'attention. Quelque chose d'assez touchant et qui me rappelait également la manière dont on les avait nommés, dont la taxinomie avait fait effort, d'abord en y consacrant la langue scientifique pour nommer les spécimens, et puis il y a une inventivité particulière s'est manifestée, il me semble, dans les noms que l'on a trouvés pour les animaux. C'est aussi une tentation pour l'écrivain de nommer les animaux, parce que les mots sont très beaux. Donc on a un soin de l'animal mort, du nom de l'animal, et en revanche, dans la nature, on a peu ce souci. C'est curieux. Est-ce que ça rejoint notre goût pour les commémorations,
pour la larme que l'on verse sur les morts dont on n'a pas pris soin quand ils étaient là, je ne sais pas. Peut-être que c'est une sorte de délectation morbide, on se complaît dans le deuil. Enfin, je vous livre ces réflexions. Comme tu le rappelais, la taxidermie, son objet, c'est de conserver avec l'apparence de la vie. Si on applique cette définition à la littérature, tu critiquerais une littérature qui aurait l'apparence de la vie ? Alors, oui, c'est une bonne question. Le réalisme en littérature, mais là, en l'occurrence, il s'agit presque de rendre justice à nos victimes, en quelque sorte. Donc, on va cesser de plaisanter avec elles. Alors que l'espace du songe, de la spéculation, qui est pour moi la littérature, on n'a pas ce respect à manifester envers le réel, me semble-t-il. On peut au contraire le fuir ou le renier, ou s'en affranchir, ou le vomir. C'est même la littérature sert peut-être à cela. Donc c'est pas du tout le même geste, en fait. Je rappelle l'adage, peut-être, que vous dites conjointement à la fin de chaque étape marathonienne. Heureusement, il n'y a pas que la vie dans la littérature. Avant de conclure par un tout dernier petit instant de lecture, j'ai une question à te poser. Donc, c'était la nuit du 5 au 6 novembre 2019. L'autofictif, ça fait un petit peu journal. Tout à fait. Donc, j'ai cherché dans les volumes celui de 2019. 5 novembre, c'est pas ça, puisque c'était le matin du 6. Je voulais savoir ce qui avait été écrit dans le 6 novembre. Que n'ai-je pas découvert ? Tu te souviens ? Pas du tout. Hier soir, 6 novembre, Christophe Brault a une nouvelle fois bouclé en vainqueur la 6e étape de son marathon autofictif. La performance inspire le respect, même si le lieu choisi pour l'accomplir, la Maison de la Poésie, nous oblige à la réviser quelque peu. Alors, deux hypothèses. Soit cet homme ment, soit la soirée a commencé à la Maison de la Poésie. Ou alors je n'y étais pas, c'est peut-être une des fois où je l'ai raté. J'ai regardé plusieurs fois s'il s'agissait bien du 5 novembre, du 6 novembre 2019. C'est très étrange. Donc je suis un imposteur d'une manière ou d'une autre. Il faut que je choisisse un livre contre l'autre, lequel est le vrai. Oui, Ah non, je t'assure, hein, je m'y suis surprise à plusieurs fois, c'est bien cela. Non, je ne devais pas y être, alors. C'est peut-être toi qui avais lu ça, d'ailleurs, puisqu'il me semble qu'un soir, tu avais lu à ma place. Il faudra vérifier. On ne saura pas. Bon. Je suis sûr que tu étais au musée. Ah oui. Moi, c'est plutôt ça que j'interroge. Il y a plein de témoins, mais ils sont tous muets et très silencieux. Mais... Ouais, un témoin, non, pas un témoin, mais enfin un personnage très, très important de ce livre qui lui est dédié. Et on voulait absolument terminer notre conversation par un temps de lecture, un hommage à Nénette. Puisque le livre est dédié. Elle le mérite. Le livre est dédié à Nénette. Pour Nénette. Qu'adviendra-t-il de Nénette ? J'ai passé tant d'heures à la contempler. Elle m'a même inspiré un livre où j'anticipais sa tragique disparition. Et comme alors je me retrouvais seul, Nénette est aujourd'hui quinquagénaire, elle aussi, à peine plus jeune que moi. Mais alors que je suis bien décatie, bien délabrée, elle reste une rousse flamboyante. Nénette, la lente et sage et précautionneuse et méditative femelle orang-outan de la ménagerie du Jardin des Plantes. Nénette, une star. La vitre haute et large de sa cage est bien plutôt un écran de cinéma. C'est du muet, image sépia.
C'est un spectacle dont je ne me lasse pas. Nénette et ses 4 compères. Quand je viens à Paris, j'ai toutes les peines du monde à caler quelques rendez-vous amicaux ou professionnels entre les longues visites que je lui rends. Nénette me trouble. J'ai pas honte de le reconnaître. Et d'ailleurs, qu'adviendra-t-il d'elle? Qu'adviendra-t-il de Nénette après sa mort? Les animaux trépassés de la ménagerie ne sont pas systématiquement naturalisés. Encore faut-il pour cela, d'une part, qu'ils présentent un intérêt scientifique ou muséal, et d'autre part, que l'état de leur fourrure ou de leur cuir permette un travail soigné. Car si le thanatopracteur en charge des dépouilles humaines accepte de replâtrer n'importe quel cadavre, artiste si habile que 3 fils endeuillés aux longues figures blafardes découvrent avec surprise un cheyenne joufflu au teint cuivré dans le cercueil de leur père auvergnat, eh bien, le taxidermiste a des exigences. La brebis galeuse reste maudite après sa mort. Cette vieille peau de Nénette, ma contemporaine, compagne d'infortune de notre triste époque, sera-t-elle jugée assez fraîche pour habiller encore une statue de résine? Lors de mes rendez-vous suivants avec Nénette, je me montrais moins fuyant, moins équivoque. J'appuyais mes regards. J'allais même jusqu'à lui faire un clin d'œil en passant la langue sur mes lèvres, là, comme ça, afin qu'elle n'ait aucun doute sur la pureté de mes sentiments. Les orang-outans sont très menacés. Si tu veux jouir de la formidable étreinte de leurs bras immenses, c'est maintenant ou jamais. Merci Christophe, merci Eric. Deux petites informations avant de nous quitter. 17 mars prochain, étape... La 21e étape. 21e étape de l'autofictif. Et pour poursuivre la soirée dans le hall, les livres sont là et Eric et sa plume également pour dédicacer. Merci. Merci à vous.